Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Parian, je suis professeur de pharmacologie avec une orientation vraiment en pharmacoépidémiologie à l'université de Bordeaux, où je dirige une équipe de recherche qui est vraiment orientée sur l'évaluation du médicament en population, donc la pharmacoépidémiologie d'un côté, la pharmacovigilance de l'autre. Par ailleurs, je coordonne effectivement une plateforme nationale de pharmacoépidémiologie qui travaille en collaboration avec l'Agence française du médicament, l'ANSM, pour évaluer l'efficacité et la sécurité des médicaments en population à partir des bases de données médico-administratives. Le cours d'aujourd'hui ou le séminaire d'aujourd'hui porte sur le biais d'indication en pharmacoépidémiologie. Donc on va voir quels sont les principes théoriques de ce biais et puis on va voir quels outils on peut utiliser pour le contrôler. Donc je vous présente mes liens d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt, ou de lien industriel à déclarer. En revanche, j'ai des liens avec, des institutions, en particulier la NSM comme je l'ai déjà évoqué, puisque c'est elle qui finance, la plateforme DrugSafe et également l'Agence européenne du médicament pour laquelle j'agis en tant qu'expert indépendant dans le Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, qui est le comité de pharmacovigilance européen, en fait. Donc le biais d'indication, c'est, principe théorique et ses conséquences. Qu'est-ce que c'est que le biais d'indication? Alors, comme vous le reconnaîtrez facilement sur ce schéma qui est en milieu de diapositive, c'est un biais de confusion en fait et qui est un biais de confusion particulier où la relation entre un médicament et le risque d'un événement qu'on étudie, peut être construite par l'indication. C'est-à-dire, en fait, une situation dans laquelle l'indication même du médicament est un facteur de risque de développer l'événement. Alors du coup, on comprend facilement que dans ce type de situation, finalement, tout médicament, qui présente l'indication en question se retrouve, tout à fait indépendamment potentiellement de son rôle, propre, associé au risque de développer un événement particulier pour lequel, l'indication, qu'il présente est un facteur de risque de développement. Ça explique cette mécanique particulière ou heu apparenté au biais d'indication, le fait que la dénomination anglaise du biais d'indication, c'est le confounding by indication, donc il est bien question de confusion. On retrouve, son pendant ou son opposé dans le confounding by contraindication, dans, cas dans lequel finalement si une pathologie particulière, est à un facteur de risque de développer un événement et que cette pathologie est une contre-indication pour le médicament, alors on retrouve, artefactuellement ou de manière biaisée, le médicament en question comme protecteur vis-à-vis de l'événement en question, tout simplement parce qu'il est prescrit à des gens qui sont moins à risque de le développer et d'une manière un peu plus fine, quand on veut aller au-delà du confounding by indication, ça n'est pas seulement parfois la maladie en elle-même qui est, le facteur de confusion et le facteur de risque, mais un certain niveau de gravité dans la maladie et on peut à ce moment-là parler de confounding by seriousness. Donc un exemple pour, illustrer, une potentialité de ce biais, je vous ai mis ici une référence qui est une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal en 2006 et qui porte sur le risque, de présenter une hémorragie gastro-intestinale haute quand on est traité par spironolactone. Or, il se trouve que la spironolactone, qui est un diurétique, distal, a entre autres comme, indication l'hypertension portale. L'hypertension portale, c'est une maladie qui se développe chez les patients cirrhotiques et dans laquelle, on voit apparaître des varices œsophagiennes, donc des dilatations des vaisseaux de l'œsophage et ces vaisseaux dilatés ont la particularité forcément de pouvoir se rompre plus facilement, ce qui donne lieu à des hémorragies gastro-intestinales. Donc l'hypertension portale est vraiment une maladie à risque d'hémorragie gastro-intestinale dans laquelle la spironolactone est indiquée, les autres diurétiques ne le sont pas et bien que les auteurs aient pris dans, cette étude, la précaution de ne pas considérer les cas d'hémorragie gastro-intestinale qui étaient associés à des varices, c'est un diagnostic qui est inconstant et dans l'association qui a été retrouvée ici, donc dans cette étude cas témoin avec un odds ratio à 2,7 et significatif, on va dire, il y avait, clairement la possibilité, d'un biais d'indication, ce qui a été, souligné dans les réponses à cette, publication. Donc une fois qu'on a mis en évidence le problème ou en tout cas qu'on a essayé de le montrer, quelles sont les méthodes et les outils de contrôle qu'on va pouvoir employer? Donc
très, simplement, résumé, comme c'est un biais qui est apparenté à un biais de confusion, hein, très clairement, les méthodes qu'on va pouvoir employer pour le contrôler sont toujours du même ordre, ou des mêmes familles, quelque part, et ont comme objectif particulier de faire en sorte que les gens qu'on veut comparer, se ressemblent. Donc il y a 3 grands types de méthodes pour ça. D'une part, la sélection des patients, bien sûr. D'autre part, l'emploi de certains schémas d'études qui vont favoriser, la ressemblance entre les groupes et en dernier point, des méthodes statistiques qui, si elles ne permettent pas aux gens, d'être, similaires, à l'entrée, dans la population, au moins font en sorte de prendre en compte les différences qu'ils peuvent présenter. Donc on va présenter les moyens de contrôle de ce biais d'indication, par rapport à leur, appartenance à l'une de ces 3 grandes catégories de méthodes. Donc la 1re, c'est de sélectionner des patients avec, une indication identique, donc ça forcément doit permettre de se protéger complètement contre ce biais d'indication puisque toutes les personnes incluses dans la population présentent la même indication et du coup le même facteur de risque quelque part de développer, l'événement, ce qui les rend égales pour ce risque de base indépendamment de l'exposition. Donc je vous présente ici une très belle illustration de l'utilisation possible qu'on peut faire de ce type de sélection avec, une publication qui a été faite en 2009 dans le New England Journal of Medicine et qui était une des premières publications à mettre en évidence un risque potentiel pour le développement cognitif de l'enfant lié à l'exposition in utero au valproate, donc un antiépileptique dont on a pas mal entendu parler, récemment en France et en Europe. Et il y a 2 tableaux de résultats qui sont particulièrement intéressants dans cette publication que je vous encourage à lire. Le premier, voilà, est fait sur la population totale des sujets considérés, donc tous, traités par antiépileptiques, tous épileptiques et compare le risque de développer finalement, un QI, inférieur, en fonction du traitement antiépileptique reçu avec 4 antiépileptiques différents et on voit bien ici pour les hautes doses d'antiépileptiques que les patients exposés in utero au valproate ont un QI qui est moins élevé que, les patients qui, sont exposés à d'autres antiépileptiques, ce qui n'est pas retrouvé pour les faibles doses d'ailleurs. Et ce qui a conduit à considérer que, il y avait quand même potentiellement soit une interaction avec la maladie, soit la persistance résiduelle d'un biais d'indication dans cette association en 2009, c'est le fait que dans une analyse en sous-groupe, les, auteurs ont cherché à affiner encore, leurs estimations en regardant non pas seulement par l'indication épilepsie qui est finalement une maladie très protéiforme avec beaucoup d'expressions possibles différentes, mais par sous-type d'épilepsie. Vous voyez ici les épilepsies localisées, ici les épilepsies généralisées idiopathiques et ici les épilepsies généralisées tonico-cloniques et en fait, avec des effectifs assez faibles, hein, dans cette sous-analyse qui prenait de manière encore plus fine, l'indication pour contrôler le biais éventuel qu'elle pouvait porter, l'association entre l'exposition in utero au valproate et le développement, cognitif de l'enfant avec un QI plus faible était uniquement retrouvée, dans l'épilepsie idiopathique généralisée. Donc cette publication, elle est très intéressante pour ça. Elle souligne la vraie nécessité, de comparer les gens, d'une manière qui les rende, tout à fait identiques pour l'indication si c'est possible et ça au-delà même du seul, heu, libellé quelque part de leur maladie, mais en allant autant que possible vers le sous-type exact de maladie qu'ils présentent, ce qui est malheureusement parfois compliqué à faire. Et effectivement, toute la difficulté finalement quand on a cette prétention de comparer des gens qui ont une indication identique pour mettre en évidence un risque lié à un médicament, c'est de savoir identifier cette indication. Or, dans les bases de données médico-administratives, telles que les bases de l'assurance maladie, et donc en particulier les bases médico-administratives françaises, l'information concernant l'indication, est pas du tout systématiquement renseignée. En particulier, pour tout ce qui concerne les délivrances de médicaments en ville, l'indication dans laquelle ils ont été prescrites n'est pas du tout informée dans la base de données, qui est une base de données de remboursement et pour laquelle l'indication de la prescription n'est pas utile puisque la prestation de remboursement n'a pas besoin de connaître l'indication pour, pour être effectuée.
Et effectivement, dans ces bases de données de l'assurance maladie, que j'espère vous pourrez explorer un jour pour vos recherches parce qu'elles sont très intéressantes, on n'a pas d'indication renseignée pour les médicaments. Les informations qu'on a disponibles pour essayer de retrouver cette indication, c'est les diagnostics qui sont associés aux hospitalisations, les diagnostics de ce qu'on appelle les affections de longue durée, qui donnent lieu à une prise en charge complète des frais de santé. L'existence de médicaments qui peuvent nous aider, qui sont des médicaments dits traceurs, ils ont une seule indication et lorsqu'on les reçoit, c'est typiquement le fait qu'on présente une maladie donnée, ce qui est le cas par exemple des médicaments du diabète. Et à l'inverse, on est dans des situations beaucoup plus compliquées pour des médicaments à indication multiple. Donc je vous ai indiqué ici des anticoagulants, mais on peut utiliser d'autres médicaments pour ça. Par exemple, si on prend le cas des anti-inflammatoires, certains vont être utilisés dans le traitement des crises migraineuses, d'autres dans le traitement de l'arthrose ou des rhumatismes inflammatoires, des médicaments enfin, des indications pardon, qui sont très différentes. Du coup, dans cette situation dans laquelle on ne dispose pas exactement de l'information d'indication, comment peut-on procéder? Alors, le plus simple est d'essayer de retrouver l'indication. Donc, je vous ai mis ici l'exemple d'un travail, qui a porté sur, la capacité à retrouver l'indication chez des patients chez lesquels elle n'était pas initialement informée. Donc, c'est un travail qui a été réalisé dans les bases de données médico-administratives françaises, ce qui fait son intérêt dans ce cours. Et dans cette diapositive, ce que vous pouvez voir, c'est que à partir des bases de données médico-administratives, il y a 3 sous-groupes de patients qui ont été identifiés pour une étude qui portait sur les anticoagulants. Les patients qui présentaient l'indication de fibrillation auriculaire, donc directement informés dans les diagnostics associés aux hospitalisations en fait, ou dans les affections de longue durée. Les patients qui portaient l'indication de thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, là encore directement renseignés dans, les données d'assurance maladie, dans les diagnostics hospitaliers ou dans les affections de longue durée et puis des patients pour lesquels on retrouvait la prescription du médicament ou en tout cas la délivrance du médicament, mais, sans avoir d'indication identifiée. Ce qui a été réalisé pour cette étude, c'est, dans la population des patients, qui avaient un diagnostic très clair, la construction d'un algorithme permettant de, prédire et du coup de différencier ou de classer, les patients entre l'une ou l'autre des indications. Une fois que cet algorithme a été construit, alors et qu'il a intégré les variables que vous voyez renseignées dans ce tableau, ses performances ont été évaluées dans la classification, ce qui est montré ici dans la courbe ROC qui est associée et une fois qu'on a, vérifié que les performances de cet algorithme étaient bons pour classer d'un côté les patients avec une fibrillation auriculaire et de l'autre les patients avec, des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires, alors il a été appliqué pour retrouver l'indication chez les patients chez lesquels elle n'avait pas été initialement renseignée. Donc une autre manière de pouvoir retrouver l'indication quand elle n'est pas idéalement, informée. Dans d'autres situations, finalement, on est dans une situation, plus simple, dans laquelle on a juste à restreindre sa population à l'ensemble des patients, pardon, qui utilisent des médicaments traceurs. Donc je vous l'ai dit, c'est particulièrement la facilité ou le cas pour les médicaments du diabète qui sont vraiment très, très marginalement utilisés dans d'autres indications. Et ça a été ici ce qui a été réalisé pour, l'étude du risque de traumatisme grave avec les médicaments qui font baisser la concentration sanguine en glucose, chez les patients atteints de diabète, sachant que parmi les médicaments qui font baisser la concentration sanguine en glucose, certains donnent des hypoglycémies qui peuvent provoquer des malaises et d'autres n'en donnent pas. Et du coup, dans cette population, finalement, le risque était comparé entre les utilisateurs de médicaments du diabète ne donnant pas d'hypoglycémie, les utilisateurs de médicaments du diabète associant des médicaments donnant des hypoglycémies et des médicaments ne donnant pas d'hypoglycémie, et puis les utilisateurs de médicaments du diabète, qui étaient des médicaments hypoglycémiants et il y en a 3 différentes catégories. Et du coup, dans ces 3 différentes catégories, 2 seuls sont sortis associés à un risque de traumatisme grave, l'insuline, pour lequel c'était déjà connu et les glinides pour lesquels c'était pas connu à ce jour. Ce qui permettait ici de dire que dans l'indication du diabète, pour des gens qui avaient tous un risque de traumatismes graves potentiellement associés aux malaises, qui peuvent accompagner la maladie, l'augmentation du risque n'était retrouvée que pour une certaine classe de médicaments, connus pour donner des hypoglycémies.
Il reste quand même dans ce type de comparaison une confusion résiduelle possible par indication, puisque finalement ici, ce qui a été pris en compte, c'est l'existence d'un diabète et pas la sévérité dans le diabète. Donc si on imagine que la sévérité dans le diabète est associée à plus de malaise et potentiellement du coup à plus de risques de traumatisme grave, la comparaison est imparfaite et il y a une possibilité de biais de confusion par indication résiduelle. Alors pourquoi on se préoccupe, d'essayer de faire une comparaison par l'indication? Tout simplement parce qu'on se rend compte que quand, on n'a pas complètement la possibilité d'identifier cette indication et que du coup on a recours à des techniques classiques, c'est insuffisant pour prendre en compte ce biais particulier porté par l'indication, facteur de risque du développement, d'un événement. Je vous l'illustre ici avec, une étude et je dois reconnaître que ça n'est pas l'exemple le plus heureux puisqu'ici, l'indication n'est pas en elle-même facteur de risque de l'événement. L'indication est plus marqueur de risque, pour, un terrain particulier propice au développement de l'événement. Et cette indication, quelle est-elle? L'étude que je vous présente ici concerne, l'étude de l'association entre les fibrates, qui sont des médicaments, des troubles du cholestérol et le risque de développer des cancers, dans des tissus qui expriment les récepteurs PPAR, alpha. Donc pourquoi les récepteurs PPAR alpha? Tout simplement parce que c'est la cible, ces récepteurs, des fibrates. Donc potentiellement un risque de cancer passant par le mécanisme d'action de ces médicaments indiqués dans les troubles du cholestérol. Comment a-t-on procédé dans cette étude? C'est une étude cas témoins et donc les témoins ont été, matchés, au cas avec un matching extrêmement, développé sur tous les facteurs de risque potentiels connus et identifiables de développement du cancer pour les tissus d'intérêt et les facteurs de risque identifiables également de traitement par fibrate. Et pourquoi, sur ces facteurs de risque de traitement par fibrate plutôt que directement par leur indication? Les fibrates, comme je vous l'ai dit, sont indiqués dans les troubles du cholestérol. Or, ces troubles du cholestérol, en soi, ne sont pas renseignés du tout ou très mal dans les bases d'assurance maladie. Du coup, finalement, un matching sur l'indication est impossible. Et ce dont on s'est rendu compte dans cette étude, donc si je vous reprenais le tableau à côté, c'est qu'on trouvait bien une augmentation du risque de cancer pour ces tissus particuliers exprimant le récepteur aux fibrates pour les doses cumulées les plus importantes de ces médicaments, avec un risque de un odds ratio à 1,3. Mais qu'en fait, si on regardait quelle était cette association pour d'autres médicaments indiqués dans le cholestérol et vraiment sans aucune propriété sur ces récepteurs, et du coup sans aucun mécanismes potentiels associés au développement de ces cancers particuliers pour ces tissus, on trouvait exactement la même association, ce que vous voyez ici pour les statines, donc ces autres médicaments du cholestérol. Pour les doses cumulées les plus fortes, on retrouve finalement une association assez similaire à celle retrouvée pour les fibrates. Et du coup, la conclusion de cette étude, c'était dans cette situation dans laquelle on ne peut pas procéder à, une prise en compte directe de l'indication puisqu'elle est mal identifiable. Si on compare l'association qu'on trouve pour un des médicaments, donnés dans l'indication et qui a potentiellement un mécanisme d'association propre à l'événement, à celle qu'on trouve pour un autre médicament donné dans l'indication et qui, lui, a un mécanisme d'action qui ne peut théoriquement absolument pas le rattacher à cet événement, on trouve cependant la même association pour les 2 types de médicaments et potentiellement, ça signifie simplement qu'il y a derrière ça un biais d'indication qu'on n'a pas réussi à résoudre par le matching classique. Comment effectuer des modes de sélection, plus avancés? Donc les solutions plus récentes et ça rejoint les outils statistiques qu'on présentera, brièvement en fin de cours, c'est un matching sur le score de propension ou propensity score. Je ne sais pas si vous avez, déjà, utilisé cet outil. Donc qu'est-ce que c'est que le propensity score? C'est un score qui établit la probabilité théorique d'être exposé et on va utiliser cette probabilité théorique d'être exposé pour faire un matching entre les gens qu'on va comparer. Alors comment, faire ce type de score? Donc je vais l'expliquer très simplement. Vous vous mettez dans un schéma de cohorte, vous avez des sujets exposés et des sujets non exposés et parmi l'ensemble de ces sujets, vous allez considérer, les caractéristiques à l'origine et à partir de ces caractéristiques à l'origine, vous allez établir, par régression logistique, un score prédictif du fait d'être exposé.
Ce score prédictif, basé sur une régression logistique, donc, il vous permet, par une transformation de la fonction logit, de calculer la probabilité théorique pour chaque individu d'être exposé. Cela étant, cette probabilité théorique que vous allez extraire de ce score, vous savez que vous allez l'obtenir avec une certaine valeur pour un sujet qui va effectivement être exposé, et puis vous allez l'obtenir pour une autre valeur pour un sujet qui, en fait, ne sera pas exposé. Et cette probabilité théorique, elle peut très bien avoir finalement, au vu des caractéristiques de base du sujet, exactement la même valeur pour un sujet exposé que pour un sujet non exposé. On est donc capable, d'une certaine manière, en développant ces scores prédictifs qui vont nous permettre de calculer la probabilité théorique d'être exposé, de trouver d'un côté des sujets exposés et de l'autre des sujets non exposés qui présentaient à l'origine la même probabilité théorique de recevoir le traitement. Et cette même probabilité théorique, on peut tout à fait s'en servir pour faire un matching qui va nous permettre de comparer du coup des sujets qui avaient théoriquement la même possibilité de recevoir le traitement, ce qui rapproche de l'indication et quelque part également de la situation des essais cliniques. Sur le même principe, on peut effectuer un matching sur ce qu'on appelle les scores de maladie ou disease risk score. Là, ce qu'on va regarder comme variable qui va nous aider à rendre les sujets similaires par matching, ça n'est plus la probabilité théorique d'être exposé ou traité, mais la probabilité théorique de développer la maladie. Alors le principe est le même, il s'agit d'établir un score prédictif du développement de la maladie avec une petite nuance dans l'établissement du score de propension dans une cohorte. Par exemple, vous considérez la totalité de la population. Dans l'établissement du score de maladie, vous allez faire votre modèle uniquement chez les non exposés. Et puis, à partir du modèle développé chez les non exposés, vous allez calculer la probabilité théorique de développer la maladie chez les exposés. Et du coup, vous allez faire votre matching sur cette même probabilité théorique de développer la maladie entre exposés et non exposés. Et vous allez voir comment l'exposition peut modifier ou ajouter un risque supplémentaire à cette probabilité théorique calculée au vu des caractéristiques à l'origine des sujets. Autre type d'outil permettant le contrôle de ces biais, le schéma d'étude. Alors, en quoi un schéma peut-il garantir que les groupes comparés présentent la même indication? Il y a des schémas qui ont été développés exprès pour ça, d'une certaine façon, et ils agissent de manière assez simple. Finalement, si je veux être sûr que les gens que je compare présentent la même indication, j'ai qu'à prendre les mêmes gens tout le temps. Ce sera plus simple. Et du coup, on utilise dans ces schémas le patient comme sa propre référence, soit en considérant le patient comme à la fois exposé et non exposé, avec des statuts différents en fonction du temps, soit en considérant à la fois le patient comme cas et comme témoin, là aussi avec un statut différent du temps. Donc je vous présente ça très brièvement. Ces schémas qui utilisent le patient comme exposé et non exposé, c'est le cas de la série de cas autocontrôlés ou self-control case series. Ici, ce que vous allez faire, c'est utiliser une population de patients et cette population de patients n'est qu'une population de cas qui, à un moment ou à un autre dans le temps, ont été exposés. Donc, vous avez un schéma qui vous permet, chez une population de patients qui a présenté l'événement, vous ne savez pas quand, de commencer d'abord par identifier les périodes d'exposition. Puis, en fonction d'hypothèses que vous allez faire, de découper ces périodes de temps, et en particulier d'exposition, en périodes dans lesquelles vous considérez qu'il y a un fort risque pour que l'événement, s'il survient, soit rattaché à l'exposition de manière causale, puis de manière un peu moins forte, puis éventuellement de manière encore un peu moins forte, et des périodes de non-exposition qui figurent ici en vert et qui vont vous permettre de calculer le risque de base de l'événement. Comment allez-vous effectuer ce calcul? Très simplement, en regardant quand l'événement est survenu chez ce cas-là, il peut être survenu d'ailleurs plusieurs fois dans le cas d'événements récurrents, et en faisant des calculs d'incidence au cours des périodes à fort risque, au cours des périodes à moyen risque, au cours des périodes à faible risque théorique, et en comparant cette incidence au risque que vous obtenez ou à l'incidence que vous pouvez obtenir dans les périodes de non-exposition. Alors quel est le terrain de jeu quelque part de ces études qui ressemblent assez fort à des cohortes à parier, c'est finalement celui des événements aigus ou récurrents. L'événement peut survenir
plusieurs fois au cours du suivi des patients et c'est également le cas, des expositions intermittentes. Dans l'idéal pour ce schéma, il faut que le patient puisse être exposé, puis non exposé, puis réexposé. Effectivement, s'il est exposé tout au long de la période de suivi ou presque, il est très compliqué de faire des comparaisons d'incidence entre des périodes, d'exposition d'un côté et de non-exposition intercurrente de l'autre. Comme la probabilité de présenter l'événement au cours de chacune des fenêtres est assez faible, les analyses se font pour ces, schémas par des modèles de poissons. Donc ici, une illustration, avec le cas d'origine finalement de ces schémas, c'est le cas de l'exploration de la sécurité vaccinale. C'est toujours très compliqué de trouver des sujets non exposés au vaccin qui présentent exactement des caractéristiques semblables aux sujets exposés. Souvent, les sujets non exposés ont des raisons particulières, y compris, sociales de ne pas l'être. Et le mieux, c'est d'utiliser un sujet comme son propre témoin, ce qu'a fait ici Farrington, le développeur de cette méthode, qui étudie la relation entre le vaccin contre la grippe et l'exacerbation asthmatique, pour lequel, dans des études de cohorte classiques, on trouve ou ne trouve pas d'association en fonction des souches et des saisons, et pour lequel, par contre, systématiquement, dans l'analyse en self-control case series, on ne retrouve pas d'association, ce qui est assez logique. Il y a ici un biais d'indication fort dans la relation entre vaccin antigrippal et exacerbation asthmatique, qui est lié au fait que cette vaccination n'est pas obligatoire, mais fortement préconisée chez les asthmatiques, chez lesquels la grippe est un facteur de risque particulièrement élevé de déséquilibre de la maladie. Un autre type de schéma, c'est celui de l'étude cas propre témoin. Donc l'étude cas propre témoin est un peu différente. Le self-control case series, quelque part, était apparenté à une cohorte. Celle-ci, le cas propre témoin, est apparenté à une étude cas témoin. Là encore, vous partez d'un groupe de cas, mais ici, la date de référence, c'est la date de survenue de l'événement. Et avant cette survenue de l'événement, vous allez qualifier une période de temps comme étant une période dans laquelle, si une exposition est survenue, alors elle est tout à fait compatible avec une relation à la survenue de l'événement sous une hypothèse causale. Par opposition, vous allez déterminer dans le suivi de ce patient des fenêtres témoins dans lesquelles, si jamais l'exposition a été observée, alors vraiment, il n'y a absolument aucune raison de penser qu'elle peut être associée à la survenue de l'événement de manière causale. Et ce que vous allez faire, finalement, dans ce schéma, c'est faire un rapport de cote pour l'exposition au cours de la fenêtre à risque comparé à l'exposition au cours des fenêtres témoins. Il s'agit donc à peu près d'un schéma qui ressemble à une étude cas témoins à parier, dans lesquelles, au lieu d'avoir un cas et des témoins, vous avez des fenêtres cas et des fenêtres témoins à parier. L'analyse se fait par régression logistique conditionnelle. La condition d'utilisation la plus intéressante de ces schémas, c'est là encore des expositions intermittentes et des risques à court terme. La différence par rapport à la self-control case series, c'est qu'ici l'événement peut être tout à fait terminal. En particulier, on peut étudier le décès qui conduirait dans une self-control case series à censurer le suivi, et ce qui serait problématique. Donc un exemple, d'étude ici, qui est intéressant, mais pas seulement par le schéma en case crossover, c'est l'étude de l'association entre l'utilisation de neuroleptiques et d'insuffisance respiratoire aiguë chez des patients avec bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce qu'il y a d'intéressant donc d'abord, dans le schéma et c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est finalement le fait de retrouver une association dans un schéma d'étude qui permet de s'écarter du biais d'indication et puis, l'utilisation intelligente qui a été faite de 2 contrôles, pour quelque part étalonner la capacité du schéma. Un, qui est un contrôle positif avec les opiacés qui sont des médicaments très connus pour donner ce type d'insuffisance respiratoire aiguë et 2, un contrôle négatif avec les cénosides qui sont des laxatifs, dont d'ailleurs, l'utilisation est déconseillée, mais pour lesquels il y a vraiment aucune possibilité d'imaginer un lien, à l'insuffisance respiratoire aiguë. Cela étant, les capacités de contrôle de ce, type de schéma peuvent être jugées insuffisants et on peut vouloir en plus rajouter un contrôle, de même indication. Alors ça a été particulièrement fait dans cette étude extrêmement intéressante à regarder qui concerne le risque, de convulsions, lors du passage sous générique chez les patients traités par antiépileptiques. C'était une frayeur particulière dans le cadre des antiépileptiques. Le schéma ici, c'est toujours un cas pour témoin mais il a été effectué dans le cadre,
d'une renouvellement d'ordonnance par générique chez un patient qui était traité par un médicament non générique et puis également dans le cadre d'un renouvellement, d'ordonnance, par le même médicament exactement qui était reçu avant, que ce soit un générique ou pas. L'intérêt pour les auteurs à faire ça, c'était de dire finalement, le moment où on renouvelle une ordonnance d'antiépileptique est peut-être un moment particulièrement à risque de convulsion, en faisant l'hypothèse que le patient en fait manquait de traitement depuis quelques jours. Et effectivement, ce que les auteurs retrouvent avec l'étude en cas propre témoin, c'est un odds ratio augmenté pour le renouvellement vers un générique, mais qui est tout à fait comparable avec un odds ratio euh, obtenu dans le cadre d'un renouvellement d'ordonnance sans passage à un générique et finalement un rapport de ces 2 autres ratios, qui est tout à fait non significatif et qui montre qu'il n'y a pas de surrisque, au passage par générique dans, l'épilepsie. Encore un développement sur cette méthode et je vais passer très rapidement, dessus. On peut comprendre que, il se passe ici une certaine période de temps et que si la tendance à l'exposition dans la population varie au cours de cette période, en particulier à la hausse, alors il y aura plus de probabilité d'être exposé ici dans la fenêtre à risque que dans les fenêtres témoins et ça peut poser problème. Solution, très simple, c'est, de passer, non pas seulement avec un seul groupe de cas, mais d'utiliser aussi un groupe d'assimiler témoin quelque part qui va servir de référence pour la tendance au cours du temps. Donc ici, il n'y a pas d'événement. On va regarder en l'absence d'événement dans une population standard et qui ressemble à la population étudiée, quelle est la tendance pour l'exposition entre les différentes fenêtres. Et voilà, on va réaliser l'estimation finale de l'association en comparant le risque obtenu chez les cas au risque obtenu pour simplement la tendance dans la population afin de se dédouaner de cette espèce de biais. Un exemple pour ce dernier schéma, c'est, l'association entre les fluoroquinolones orales et le risque de dissection aortique, dans lequel il y avait une première estimation en cas propre témoin qui a été déjà avec un odds ratio à 2,71 et qui en fait s'est retrouvée augmentée après avoir montré une tendance à la baisse sur la population qui était étudiée en regard. Alors je dois avouer cependant qu'il y a une petite erreur ou mauvaise estimation dans cette étude que je vous ai mis puisqu'ici, l'odds ratio du cas propre contrôle a été fait simplement en rapportant, les bornes de l'intervalle de confiance des 2 estimés précédents, ce qui est pas très bien. On termine avec les méthodes statistiques qui peuvent être utilisées pour ce biais, sachant que vous les avez déjà prévues puisqu'il s'agit toujours du score de propension et des disease risk score ou score de maladie. Simplement pour préciser qu'une fois qu'on a calculé cette probabilité théorique d'être exposé, voilà, on voit là ici dans 2 groupes de patients, on trouve des patients finalement avec des probabilités théoriques d'être exposés qui sont complètement différentes et qui se rejoignent pas du tout, donc incomparables et puis des patients pour lesquels, dans le groupe des exposés et dans le groupe des non exposés, on a ici une zone de chevauchement des valeurs des scores de propension, qui veut dire qu'on a des patients avec la même probabilité théorique d'être exposés, même si certains sont exposés et d'autres non. Et c'est ces patients-là qu'on va choisir pour réaliser les comparaisons. Alors, comment on peut faire ces comparaisons? La plus mauvaise manière ou la moins bonne, pour être plus positive, c'est un simple ajustement. Si on ne désire pas effectuer de sélection, mais qu'on veut garder la totalité de la population, on peut à ce moment-là standardiser les populations sur la valeur inverse du score de propension. C'est une technique dite d'inverse propensity score weighting. Et puis, la meilleure solution, quelque part, pour se dégager des biais, c'est le matching, même si il va introduire une certaine sélection, puisque ces patients ici et ces patients-là seront certainement pas matchés et donc vont être exclus de la population d'études. Les techniques de matching employées sont assez simples. La plus employée s'appelle celle du nearest neighbor. Pour un patient exposé avec une valeur théorique d'être traité, on va chercher dans les non exposés les patients qui ont les probabilités théoriques d'être traités les plus proches, donc les plus proches voisins. On peut sinon effectuer un matching par décile. On va découper les valeurs du score de propension en déciles et puis on va faire un matching, mais qui sera plus fréquentiel que individuel pour ce type de technique. Il y a différentes versions de ces scores de propension. D'abord, les scores qui sont assez simples et établis à partir d'un set de variables identifiées. Et à côté de ça, ce qu'on appelle les High Dimensional Propensity Score. Globalement, vous allez utiliser toutes les variables que vous avez dans votre base de données, faire un score prédictif du traitement avec ça, et en disant le plus j'en ai, mieux c'est, puisque ça va me prendre en compte tout un tas de facteurs directs ou indirects qui prédisposent à être mis sous traitement.
Un exemple de l'intérêt potentiel de ces High Dimensional Propensity Score, cette étude qui porte sur des anti-inflammatoires particuliers qui ne portent pas dans les essais cliniques de risque d'hémorragie gastro-intestinale, ils ont été développés exprès pour ça, et la relation dans la population justement au risque de complications gastro-intestinales. Ici, un estimé non ajusté qui montre une augmentation potentielle du risque. Comme ils sont quelque part protecteurs des accidents gastro-intestinaux, ils sont donnés à des sujets plus à risque de ces événements, ce qui explique quelque part le biais d'indication qui ressort ici. L'utilisation d'un score de propension simple qui permet de corriger ce surrisque, mais pas d'obtenir les effets protecteurs contre les AINS classiques, les anti-inflammatoires classiques qu'on obtient dans les essais cliniques. Et puis l'utilisation de scores de propension avec un nombre de variables de plus en plus élevé, 200, 500, 700, 900, qui permettent d'aboutir finalement aux estimés qui ont été retrouvés dans les essais cliniques. Les principes sont exactement les mêmes pour les scores de maladie, donc j'ai reprécisé ici que les modalités d'utilisation étaient identiques et je voulais simplement préciser dans cette diapositive, les conditions qui allaient vous faire vous intéresser plutôt à l'une de ces techniques statistiques qu'à l'autre. Dans une approche de cohorte, très logiquement, on a plutôt tendance à utiliser le score de propension qui prédit la probabilité d'être, exposé, alors que dans une approche catéman, on a plutôt tendance à utiliser un disease risk score qui prédit le fait, d'être un cas ou d'avoir la maladie. En pratique, cela étant, les 2 outils sont utilisables dans les 2 types de schémas et ce qui va vous décider plus que le type de schéma que vous utilisez, c'est la capacité à prédire, l'exposition ou la maladie, laquelle vous semble la plus facile. Parce qu'en effet, c'est pas parce que vous utilisez, ce score de propension ou ce score de maladie que votre étude sera ou deviendra la panacée par magie. Il y a des situations dans lesquelles avec les variables dont on dispose, le score de propension est en fait tout à fait inefficace pour prédire l'exposition au traitement. Il est absolument pas, discriminant et du coup, finalement, il peu utile. Conclusion de, cette présentation, sur le biais d'indication. Donc le biais d'indication, c'est un biais de confusion qui est particulier à la pharmacoépidémiologie. Il faut pouvoir, enfin, il intervient uniquement dans le cadre de l'évaluation de stratégies thérapeutiques finalement, et il peut être responsable d'associations qui sont fortes. Les méthodes et qui sont bien sûr biaisées. Les méthodes pour le contrôler, comme vous l'avez vu, sont nombreuses. Elles sont finalement identiques aux méthodes qui sont utilisables pour le contrôle de la confusion en général et elles sont inégalement efficaces en fonction des situations, ce qui montre la complexité de ce biais et la difficulté de son contrôle. Et souvent, en fait, on est amené à utiliser différentes méthodes ensemble pour réussir à se détacher de ce biais de confusion particulier. Le plus efficace étant d'utiliser, d'une part, un comparateur actif et d'autre part, un matching sur le score, que ce soit un score de propension ou un score de maladie et si c'est pas un score qui est employé, d'utiliser un comparateur actif en plus d'un schéma autocontrôlé ou d'un schéma propre au témoin. Voilà. Je vous remercie pour votre, attention